Est-ce que ça va mieux comme ça? Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Bonjour à Mohamed Bamba. Bonjour. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à tout le monde. Merci à tous mes amis. Merci à ceux aussi qui ne le sont pas. Merci à ceux qui comprennent mes positions. Merci à ceux qui ne les comprennent pas forcément. Avant tout propos, je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de ces nombreuses victimes qui sont tombées dans le Guémont et dans le Cavalier depuis des décennies. Je voulais vraiment m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes fragilisées, frustrées, en souffrance, de toutes ces personnes qui souffrent de ces tensions, qui souffrent de ces crises, qui souffrent de ces guerres. Et je voulais sincèrement m'incliner devant la mémoire encore de ce dernier victime malheureux qui est le chef du village, qui est le président des jeunes d'un village à Djiglo. Je m'incline vraiment devant sa mémoire. J'apporte toute ma compassion, mon soutien à la famille éplorée. J'apporte toute ma compassion à tout le village, à toute la jeunesse de ce village. Ce sont des drames qui sont tristes, qui sont malheureux, dont la Côte d'Ivoire, surtout la zone, le Guémont et le Cavalier n'ont plus besoin. Donc je voulais vraiment m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes-là, tombées, de toutes ces victimes tombées au cours de cette dernière crise, au cours de ces tensions, qui ont perdu la vie, qui sont handicapés, qui ont perdu des familles. Je m'incline vraiment et j'apporte toute ma compassion aux familles qui ont perdu un proche, qui ont perdu un fils, qui ont perdu une tante, qui ont perdu un père, qui ont perdu des grands-parents, qui ont perdu des cousines. Je voudrais aussi apporter ma compassion à toutes les communautés, m'adresser aussi à toutes les communautés qui vivent dans ces zones fragiles, à toutes les communautés qui vivent dans le Guémont, à toutes les communautés qui vivent dans le Cavalier, leur apporter ceux qui ont eu des blessés dans leur famille, leur dire aussi qui sont nos frères, même si les tensions sont très vives, qui sont nos frères, et que c'est ensemble que nous pouvons trouver des vraies solutions, des réponses à ces conflits qui durent et perdurent dans nos régions. Je voudrais aussi apporter tout mon soutien. Tout mon soutien. Je voudrais apporter toute mon affection à ces enfants très souvent oubliés. Apporter toute mon affection et mon soutien à ces familles mixtes, à ces couples mixtes, souvent très oubliés dans les prises de position, dans les prises de décisions, des tensions qui minent nos sociétés. Je voudrais apporter mon affection à ces enfants issus du métissage interculturel. Je voudrais apporter
mon affection à ces enfants issus du métissage interrégional, intercontinental. Oui, je comprends leur souffrance. Je comprends leur souffrance. Je comprends leur désarroi. Je comprends leur peine. Je comprends leur tristesse. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Quand on est issu d'un métissage culturel et qu'on est au centre d'une tension où d'un côté on a un père qui est ouais et de l'autre côté on a une mère qui est burkinabé. D'un côté on a une mère qui est ouais et d'un côté on a un père qui est baoulé. Dans ces moments de tension très vives et intenses, je voudrais apporter mon affection à tous ces enfants issus de ce métissage qui sont en grande souffrance et qui sont dans une souffrance silencieuse parce qu'ils sont pris entre deux parties, entre deux chairs, ils sont pris entre deux chairs. Et au milieu se trouve cet enfant qui est le fruit de l'union de deux cultures, le fruit de l'union de plusieurs cultures. Et très souvent, dans cette tension communautaire, on oublie la place de ces enfants, on oublie leur souffrance, on oublie ce qu'ils endurent parce qu'ils ont une triple souffrance. Je voulais dire à tous ces enfants métis de la région du Guémon et du Cavalier et de toute la Côte d'Ivoire que leur souffrance, ma peine est aussi grande. Ma peine est aussi grande que la leur. Ma tristesse est aussi grande que la leur. La souffrance qu'ils vivent en ce moment, elle est difficile parce qu'ils ont une triple souffrance. Ils ont d'un côté leur moi qui est déchiré en deux parties et le côté droit de leur moi qui est triste, le côté gauche de leur moi qui est peiné. Et ces enfants ont une triple souffrance que nous ne mesurons pas par moment. Nous oublions très souvent dans cette tension, dans ces crises et qui vivent aussi mal les situations que nous-mêmes, qui vivent triplement la souffrance qui est la déchirure entre les communautés. Donc je voulais vraiment apporter mon affection à tous ces enfants-là. Apporter aussi mon soutien et mon affection à tous ces couples mixtes qui, dans ces moments, ces couples mixtes, les ouais sont mariés, les ouais ont des enfants, ils sont mariés à des Guinéens. Il y a des ouais qui sont mariés à des Burkinabés. Il y a des ouais qui sont mariés à des Maliens. Il y a des ouais qui sont mariés à des Baoulés. Il y a des ouais qui sont mariés à des Hébriés. Il y a des ouais qui sont mariés. Il y a un métissage qui est tellement dense et qui est tellement fort dans ces régions que je voudrais vraiment apporter mon soutien à ces couples mixtes qui traversent des moments difficiles aussi, dans ces moments de tension, des moments de déchirure au sein de leur relation, au sein de leur couple, et qui minent aussi leur vie et leur existence. Je voudrais aussi leur apporter mon soutien. Je voudrais leur apporter mon soutien. Je voudrais aussi apporter mon soutien à toutes les communautés, comme je l'ai dit, à la communauté ouais, qui a un sentiment très fort, qui peut être compris, un sentiment de dépossession qui peut être compris. Et je voudrais aussi apporter mon soutien et dire ma compassion à la communauté baoulée, qui a un sentiment de rejet aussi qu'on peut comprendre, à la communauté burkinabé, qui a aussi un sentiment de rejet qu'on peut comprendre. Mais je voulais appeler à toute cette famille africaine, à toute cette identité africaine, appeler à ma famille ouais, appeler à ma famille baoulée, appeler à ma famille burkinabé, que nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas d'autre choix que de construire ensemble, de vivre ensemble. Nous ne pouvons pas rester derrière les barrières. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence. Nous ne pouvons pas rester dans l'intolérance. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation qui met en péril notre commun. Et c'est ensemble que nous devons trouver des solutions. C'est ensemble que nous devons réfléchir pour trouver les réponses justes, adéquates, afin d'apporter une réponse adéquate au conflit qui, depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis avant la colonisation, ces conflits existent au sein de notre société et notamment dans la zone forestière qui est la zone ouest. Donc je voudrais vraiment et apporter ma compassion encore à nouveau, comme je le dis, à tous
m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées, apporter ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui sont éplorées, aux familles éplorées. Excusez-moi un instant, j'ai ouvert la porte à mon fils. Maïway, je suis en live avec toi, c'est tout. Ah, mais t'es pénible, Pierre. Non, ferme la porte, Maïway, s'il te plaît. Voilà. Donc, je voudrais vraiment commencer mon introduction par là. Aujourd'hui, bonjour Ousmane Keita. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai intitulé dans l'annonce de mon message, parler de la difficulté de la forêt classée. Nous allons parler de la forêt classée. La forêt classée qui se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans le Ouin-Débé. La forêt classée qui se situe dans le Ouin-Débé. Nous allons parler de la forêt classée. Nous allons parler aussi aborder la politique forestière, le problème du foncier, et puis évoquer ce qui ne va pas dans cette zone, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas, et puis essayer, bonjour Touré, et puis essayer d'apporter quelques réponses, si possible, à cette difficulté et à ce conflit qui dure depuis des années et des décennies. La forêt classée du Ouin-Débé. La politique forestière, dans les années 1914, si ma mémoire elle est bonne, 1914, donc c'était bien avant l'indépendance, les colonisateurs, donc la France, qui étaient les colons, qui étaient les colonisateurs, la France, a imaginé et a jugé nécessaire de classer des forêts comme des forêts classées, de délimiter l'agriculture et que pour pouvoir protéger l'environnement, merci Moussa, pour pouvoir protéger l'environnement, de pouvoir délimiter les terres pour ne pas que les populations puissent appauvrir ou bien puissent pour protéger la nature contre le déboisement. Donc cette politique forestière, elle a été mise en place en 1914, mais elle a été votée, écrite en 1914, elle a été mise réellement en place en 1924, donc c'était bien avant. Il y a aussi Cécile, bonjour, c'était très bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 1924, les institutions de la politique forestière ont été mises en place, dont on avait les hauts et forêts, qu'on appelle les hauts et forêts, pour pouvoir protéger la nature, la forêt. Donc, il y a eu des sites qui ont été classés comme des parcs nationaux, des parcs nationaux qui ont été classés, le Comoé, le Comoé. Bonjour Martine, à toi ma grande sœur. Donc, il y a des parcs nationaux qui ont été classés et ensuite, il y a eu des forêts classées pour pouvoir protéger l'environnement. Parce que nous, dans la culture, notre manière de faire la culture, c'est qu'on brûle la forêt pour pouvoir enrichir après, pour pouvoir l'utiliser. Donc, ces forêts ont été classées pour pouvoir protéger l'environnement, afin que dans l'engouement ou même de cultiver un peu plus, on ne puisse pas dégrader ou bien déforester, abîmer la forêt ou même pour déboiser la forêt. Donc, cette politique a été mise en place en 1924 pour pouvoir protéger les forêts. C'est ainsi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des parcs nationaux qui sont protégés, vous avez des forêts classées qui sont protégées. Et la forêt du Ouin-Débé n'est pas la seule forêt classée en Côte d'Ivoire. Ce sont des forêts qui sont classées, ça veut dire protégées. Ce sont des forêts qui sont protégées pour préserver la faune et la flore. Préserver la faune et la flore. Donc ces difficultés ne sont pas vraiment, on va être clair, la crise aujourd'hui à Djiglo et dans le Cavali et dans le Guémon ne sont pas liées vraiment à la forêt classée. Parce que nous allons dissocier deux choses. Il y a la forêt classée et il y a le problème du foncier. Parfois, on fait l'amalgame de pouvoir rebondir sur... Il y a le problème du foncier qui est réel, qui est un vrai problème, qui est source de conflits, qui est source de divisions, qui est source de rejets, qui est source de colère, qui est réel. Oui, il y a le problème du foncier. Mais la forêt classée, elle est protégée. Elle n'est pas le problème de la crise
qui sévit aujourd'hui à l'ouest de la Côte d'Ivoire et notamment à Djiglo. La forêt classée n'est pas là le problème parce que la forêt, elle est classée, elle est protégée depuis des années, des décennies et des décennies. Et ça n'a pas causé de problème, cette forêt classée. Étant donné qu'elle est protégée, elle sert pour l'environnement, la faune et la flore. Donc, elle préserve la région même des montagnes, des 18 montagnes. Cette forêt, le jour qu'elle est déboisée, le jour que cette forêt n'existe plus, on va assister dans les 10-15 années à venir un dérèglement climatique dans cette région qui est chaude et humide, qui permet d'avoir une terre qui est fertile. On va assister à un dérèglement climatique, ce qui va causer, mais une sécheresse très dense dans cette zone qui est humide et chaude et humide, ce qui permet à ce climat d'avoir une terre qui est fertile et qui produit mieux. Donc cette forêt classée du Gouin-Débé, elle est très importante pour la région, même pour une partie de la Côte d'Ivoire, pour le Grand Ouest. Cette forêt, elle est importante sur la protection et la préservation de la faune et de la flore. Donc, c'est un problème qui est à part, qui n'est pas lié au problème, qu'on ne peut pas mélanger au problème du foncier, qui est aussi un réel problème de division, un réel problème de tension, un réel problème de crise, et qui déchire les communautés qui vivaient ensemble dans ces régions-là. Donc, il y a deux sujets à traiter, le sujet de la forêt classée et le conflit de la forêt classée et le conflit du foncier, qui est aussi un problème dramatique, triste, malheureux et réel dans ces régions-là. Donc, on va aborder ensemble. La forêt classée, comme je le disais, a été protégée, a été mise en place pour protéger la faune et la flore et protéger ces animaux aujourd'hui qui sont en voie de disparition, parce que dans cette forêt classée, il y a un parc, il y a des espèces à protéger qui sont au sein de la forêt classée. Dans les années 90, entre 94 ou 94-98, il y a eu l'État qui était en charge, l'État du Côte d'Ivoire, donc l'État ivoirien qui était en charge d'entretenir ces parcs nationaux et ces forêts classées pour pouvoir les préserver davantage. Donc, l'État était en charge. Mais à un moment donné, l'État a estimé, avec les difficultés, a besoin de soutien, d'aide financière pour pouvoir entretenir, parce qu'il faut entretenir ces zones-là. Ces forêts classées, ces parcs, il faut les entretenir. Regardez aujourd'hui un exemple, le zoo d'Abidjan, qui n'est pas entretenu. Les animaux meurent, tout disparaît, les gens rentrent dans ces parcs-là, ils peuvent tuer les animaux, ils peuvent faire leur soupe avec. Donc, préserver, protéger les parcs et les forêts, c'est important, c'est primordial pour nous, mais notre survie à nous, pour la Côte d'Ivoire, pour les zones, c'est important de protéger ces forêts-là et ces parcs. Donc l'État, qui était en grande difficulté, qui avait besoin d'aide financière, a estimé à l'époque de pouvoir demander de l'aide. Donc, il y avait des organisations internationales. Il y a aussi l'Union européenne qui, dans les années 90, entre 90 et 98, je pense que c'était le gouvernement Bédié, les organisations internationales qui sont des donateurs, pour préserver, donner les moyens pour pouvoir entretenir ces forêts-là. Donc, dans cette période-là, il me semble très bien qu'il y a eu trois forêts, deux parcs nationaux qui ont été, que l'État s'est désengagé des deux parcs nationaux. Ensuite, de la forêt classée du Gouin-Débé, où l'État a fait appel à l'aide financière de l'Union européenne pour l'aider à entretenir cette forêt classée. Parce que ça, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner pour trouver les solutions qu'il faut vraiment à ces difficultés que traversent les communautés aujourd'hui dans ces zones-là, dans le Cavali et dans le Guémon. L'État s'est désengagé et donc a fait des appels à des organisations internationales, à l'aide financière de l'Union européenne pour la protection de la nature, pour pouvoir entretenir la forêt du Gouin-Débé. Donc, l'Union européenne a apporté beaucoup d'aide pour entretenir ces forêts-là. Donc, a subventionné l'entretien de ces parcs nationaux et de cette forêt qui est le Gouin-Débé. Mais cette forêt, quand la politique forestière qui a été mise en place à l'époque par Félix Houphouët-Boigny, notre père de la nation à tous,
paix à son âme, qui a été mise en place. Cette forêt, étant donné qu'elle est sur le territoire, c'est qu'elle appartenait au Ouai. Cette forêt qui est le Gouin-Débé, dans laquelle, cette forêt classée dans laquelle se trouve le Mont Péco, se trouve le parc. Parce que elle est magnifique. Parce que les Ivoiriens ne sortent pas, ils ne connaissent pas assez l'intérieur du pays. C'est magnifique sur le plan touristique, c'est merveilleux. Et cette politique a été mise en place dans la gestion de cette forêt. Il fallait développer l'infrastructure, développer le tourisme, étant donné que cette forêt appartenait aux propriétaires terriens, donc les Ouai, et qu'elle a été classée. En contrepartie, l'État devait accompagner, développer cette région sur le plan touristique pour permettre aux populations qui, elles, ont eu leur terre et se réduire pour pouvoir bénéficier financièrement des revenus que rapporte le tourisme, l'entretien, le tourisme sur le plan touristique rapporte à ces populations. Donc, il y a un échange. On classe la forêt, on l'entretient, on appelle des investisseurs, on construit voilà, tout ce qui est touristique, des gîtes, comme on appelle chez nous ici des gîtes, des chambres d'hôtes, vous avez des maisons de vacances, pour permettre le tourisme dans ces régions-là, afin que le tourisme puisse rapporter à ces populations qui ont été dépossédées d'une grande partie de leur terre qui a été classée comme forêt classée. Donc, ça, c'était une politique qui a été mise en place. Mais elle n'a pas été appliquée dans tout son contexte. Elle n'a pas été vraiment appliquée, malheureusement. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée. Aucun gouvernement n'a appliqué réellement cette politique-là pour pouvoir permettre aux populations qui ont vu leur terre se réduire, pouvoir bénéficier financièrement de l'échange touristique dans ces régions-là. Donc, ce problème, il demeure, il est là. Donc, je voulais dire, cette forêt classée, avec l'aide de l'Union européenne, dont des organisations, cette forêt ne peut pas être, exploitée. Elle ne doit pas être exploitée. Bonjour Awa Koulibaly, bonjour ma soeur. Cette forêt ne doit pas être exploitée. Personne ne doit y vivre. C'est la loi. C'est la loi, ce sont les lois de la forêt classée, ce sont les lois des parcs nationaux. C'est comme si on dit aujourd'hui, il y a un parc, le Komoué ou le parc au zoo d'Abidjan, les gens vont aller construire des maisons au zoo d'Abidjan pour y vivre. Non, ce sont des parcs nationaux, ce sont des forêts classées. Personne n'a le droit de vivre dans ces forêts classées, ni de les exploiter, ni de cultiver dans ces forêts classées. Ça, c'est la loi, elle est la loi. Donc, cette loi doit être appliquée. Il n'y a pas demi-mesure, cette loi doit être appliquée. Il faut préserver cette forêt qui est dévastée aujourd'hui. Cette forêt, elle est dévastée. Il faut reboiser cette forêt parce que la survie de cette région, donc le climat de cette région dépend de cette forêt classée. Donc, il faut reboiser cette forêt et pouvoir, les personnes qui y habitaient, qui cultivaient là-bas, de pouvoir, sincèrement, leur donner les moyens de se réinstaller et pour pouvoir, en contrepartie, ce qu'ils ont perdu comme plantation et autres, de pouvoir les dédommager pour que ces personnes puissent quitter ces forêts-là. Donc, ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est pour ça, mes amis, je voulais vraiment qu'on soit très clair sur la forêt classée et qu'on ne puisse pas faire l'amalgame de la forêt classée au problème du foncier. Quant à l'État, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités. Parce que ce problème doit prendre ses responsabilités. Pendant la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, a signé les accords de Paris. La Côte d'Ivoire, notre pays, a signé les accords de Paris, a participé aux accords de Paris. Donc, sur le climat, les accords sur le climat. Et l'Europe, l'Union européenne, qui a apporté une aide financière pour entretenir ces parcs nationaux et ces forêts classées, et notamment la forêt du Gouin-Débé. Dans les accords de Paris, il se trouve que dans cette forêt,
il y a eu des cultures massives et intensives dans cette forêt, ce qui est très dangereux pour la forêt. Donc la culture massive et intensive, cette culture intensive appauvrit le sol. Excusez-moi, tu cherches quoi là-dedans? Excusez-moi. Cherche-le. Cette culture intensive a appauvri le sol. Elle a vraiment appauvri le sol. Donc aujourd'hui, dans les accords de Paris sur le climat, il faut protéger les forêts. Et donc l'Union européenne qui a participé à l'entretien et qui continue de participer à l'entretien de ces régions, de ces forêts et de ces parcs, a estimé que il y a un certain cacao qu'on appelle cacao Mercedes, qui est cultivé dans cette forêt, qui est très nocif et dangereux pour la forêt. Parce que ça appauvrit, parce que c'est une culture intensive qui appauvrit la terre. Et donc, si la terre est appauvrie, les arbres vont mourir, vont sécher, et cette forêt a appelé à disparaître. Et si cette forêt disparaît, c'est la région elle-même qui va tomber dans une sécheresse, sans nom. Alors, il faut protéger cette forêt. Et, à mon sens, je pense, certains éléments que j'ai, mais on demandait, pendant dans les accords avec la Côte d'Ivoire, on demandait à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir libérer cette forêt qui est occupée illégalement. Parce que cette forêt est occupée illégalement. Cette forêt est occupée illégalement. Une forêt classée ne doit pas être exploitée, ne doit pas être cultivée et ne doit pas être cultivée de façon sauvage, exploitée de façon sauvage. Donc, l'État de Côte d'Ivoire se doit de protéger cette forêt de ce fait de libérer toutes les personnes qui y résident, qui ont fait des cultures. Malheureusement, elles sont appelées à partir de cette forêt-là. Qu'elle soit Oué, qu'elle soit Burkinabé, qu'elle soit Baoulé, cette forêt doit être libérée. Ça, c'est normal. Malheureusement, c'est normal. Maintenant, l'État doit mettre en place une compensation pour pouvoir aider ces familles qui, malheureusement, qui n'ont pas eu l'information qu'il faut et malheureusement ont cultivé dans cette forêt-là. Il faut trouver des compensations et c'est à l'État de s'engager pour pouvoir accompagner toutes ces familles à les réinsérer dans la société et à les réinsérer dans la région. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, à les réinsérer dans la région. Malheureusement, par moments, dans les situations de crise et de conflits, on trouve des politiques qui en font une instrumentalisation politique. Et dans cette forêt classée, qui a été malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon sauvage exploitée, pour preuve, on a eu, je pense, un certain monsieur dont le nom m'échappe très souvent, le monsieur qui était sur le mont Péco, le monsieur qui était sur le mont Péco et qui est parti habiter, a pris le mont Péco en otage, et est parti là-bas avec ses hommes et a fait de ce mont Péco une guérilla. Donc, le mont Péco est devenu, c'est-à-dire le mont Péco qui est dans la forêt classée est devenue une guérilla de monsieur, son nom m'échappe, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas très bien retenu le nom de monsieur Amandé quelque chose, monsieur Amandé, et ses hommes qui sont allés s'installer dans cette forêt classée et, de façon illégale, ont exploité sauvagement Amandi Ourémi. Merci, Amandi, monsieur Amandi Ourémi, qui a exploité cette forêt sauvagement et de façon illégale. Ça peut se traduire aujourd'hui avec les accords climatiques, avec les accords de Paris, sur l'environnement et le climat. Le comportement de ce monsieur Amadi Ourémi peut être traité comme un crime, ce monsieur, parce que cette forêt classée, il n'avait pas le droit de l'exploiter de cette façon sauvage. Donc, il a induit aussi des personnes qui sont allées s'installer en erreur, parce que il y a une culture intensive et massive qui est en train de dévaster cette forêt-là. C'est pour cela, je pense que l'État ivoirien se doit
avec courage et puis fraternité. C'est-à-dire, l'État doit être ferme, mais en même temps humain. Donc, il y a des choses fermes et humaines. Dans la fermeté, cette forêt doit être libérée. Et dans la fraternité, apporter une compensation à ces familles qui, quand elles quittent ces forêts, elles ne savent pas comment se réinsérer dans la société et comment se réorganiser et se reconstruire. Donc, il y a la fermeté et il y a l'humanité. Donc, c'est le rôle de l'État d'apporter ces réponses fermes. Cette forêt, c'est une forêt qui est protégée, c'est une forêt qui est classée, et c'est une forêt qui, c'est la préservation de la faune et de la flore. Pour cela, cette forêt doit être libérée, il faut la reboiser, il faut replanter, il faut chercher ces animaux qui ont disparu parce que les gens habitaient ces forêts, partaient tuer ces animaux, il y avait la chasse. Donc, il y avait aussi ces animaux, il faut les retrouver un peu partout, les réintroduire dans cette forêt-là, et de l'autre côté, apporter une aide financière à ces familles qui, malheureusement, sont appelées à quitter cette forêt classée. Donc, voilà le problème de la forêt classée. Voilà le problème de la forêt classée. Aujourd'hui, il ne faut pas la confondre avec le foncier qui mine notre société. Il ne faut pas le confondre avec qui mine notre société. Et oui, effectivement, c'est au rôle des politiques. C'est ce que je reproche aux politiciens africains et notamment à nos politiciens ivoiriens. La petite politique politicienne. Il y a de l'information, donner de l'information aux populations. Expliquer aux populations ce qu'ils ont droit et ce qu'ils n'ont pas droit. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, la démocratie, ça fait mal. Comme l'a dit un de mes amis, mon frère Alfred Daha, la démocratie, ça fait mal. La démocratie, elle a ses principes. Il faut pas accepter la démocratie et refouler ses principes. Il faut accepter. Expliquons aux populations que cette forêt, elle est classée. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'État seul, mais c'est dans l'intérêt aussi des populations qui vivent dans ces régions. Si la sécheresse arrive, c'est la famine qui est garantie. Donc, cette forêt, il faut la reboiser. C'est elle qui préserve cette région de l'humidité et qui permet à cette région d'avoir une terre qui est fertile. On ne peut pas l'exploiter sauvagement. Donc l'État va prendre ses mesures draconiennes. Malheureusement, oui, l'État doit être ferme et en même temps humain pour pouvoir apporter des réponses adéquates à cette difficulté et à ce problème de la forêt classée. Je viens au titre foncier. Depuis des décennies. Oui, Yolande, ma grande sœur. C'est aussi le rôle des élus locaux. Et les élus locaux, je vais en venir à la fin de mon interview, de mon entretien sur les élus locaux. Donc, je vais bien noter ça, les élus locaux. Je vais en venir parce qu'ils ont un rôle à jouer et par moment, leur rôle n'est pas joué pleinement. En tout cas, je sais pas, c'est pas une critique, mais c'est une observation, n'est pas joué pleinement, ce qui fait que les populations s'entre-déchirent entre elles, malheureusement, parce que les politiciens font plutôt de la politique, instrumentalisent les drames des sociétés, instrumentalisent les faits des sociétés et n'apportent pas de réponses adéquates à la société qui est en crise. Venons au titre foncier. Au titre foncier. Le problème du titre foncier à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémon et dans le Cavali, est un problème urgent. Urgent, primordial, essentiel, nécessaire. Et je reviens toujours à l'État. Parce que nous sommes dans une démocratie. Je reviens toujours à l'État. Ce problème n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Il est récurrent. C'est un problème qui est récurrent et qui revient à chaque étincelle qui s'enflamme et qui dégénère. Aucun gouvernement, tous les gouvernements qui se sont succédés, aucun gouvernement n'a pris le courage nécessaire pour traiter réellement ce problème du foncier, ce problème qui mine les communautés. Dans le Guémon et dans le Cavali, on a à peu près 7 à 8 millions. La population est estimée à 7 à 8 millions dans le Guémon et dans le Cavali. Mais cette population, 3 millions de la population est oué. Donc ça veut dire, sur les 7 à 8 millions, il y a un fort taux d'immigration qui est très élevé dans cette région. On a l'immigration qui vient du Mali, l'immigration qui vient de la Guinée, l'immigration qui vient du Libéria, l'immigration qui vient du Burkina, l'immigration qui vient souvent de la Centrafrique.
Donc, on a un fort taux d'immigration qui est très élevé dans cette région parce que c'est une terre qui est fertile. En même temps, on a une immigration intérieure dans ces régions-là. On a une immigration intérieure, notamment on a les frères Baoulé, on a les frères Malinké qui sont dans ces régions-là. Ce qui fait, donc il y a un taux très élevé de communautés, il y a plusieurs communautés qui vivent ensemble dans ces régions. Et il y a un problème du foncier. Très bien. Le problème du foncier, il a plusieurs aspects. Il a plusieurs aspects. Partons du droit et de la légalité. Partons de la légalité. Dans nos constitutions, dans nos lois, les terres ne se vendent pas. Dans nos lois, les terres ne se vendent pas. Ça, ce sont les lois de nos pays. Les terres peuvent être exploitées, les terres peuvent être louées, mais elles ne se vendent pas. Je pense qu'il y a une erreur d'appréciation de tous les côtés. Il y a une erreur d'appréciation de tous les côtés. C'est-à-dire que la terre qui doit être exploitée, qui peut être louée, qui ne se vend pas, il y a dans ces régions, malheureusement, je dis bien malheureusement, je pèse mes mots, je dis bien malheureusement, certains qui ne sont même pas propriétaires terriens, ils ne sont pas propriétaires terriens, mais qui ont vendu certaines terres à certains immigrés. Donc, c'est illégal parce que la terre ne se vend pas. Donc, de façon illégale, ils ont vendu des terres. Et de façon illégale, d'autres ont acheté les terres. Donc, on se retrouve avec, dans un conflit, dans un sujet, c'est un conflit où on est dans l'illégalité. C'est-à-dire, d'un côté, on a des vendeurs illégaux, de l'autre côté, on a des acheteurs illégaux. Voilà le problème. Ça, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes dans nos régions. C'est un des problèmes dans nos régions. Moi, je ne veux pas faire du sensationnel. Parce qu'il y en a un peu assez du sensationnel. Ça fait des années que ça dure et qu'aucun gouvernement n'a pris la mesure pour traiter réellement ce problème dans nos régions. Ça provoque des crises, ça provoque des pertes en vies humaines, ça provoque des tensions, où des couples se divisent, où les gens ne peuvent plus vivre ensemble, où les gens se regardent en chien défaillant, où ce n'est pas possible de parler de cohésion sociale, où il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Le 6 août dernier, la veille de la fête de la commémoration, je ne dis pas fête, la commémoration de l'indépendance de notre pays, j'ai adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Au chef de l'État. C'était le 6 août dernier. Bien avant ces crises aujourd'hui dans nos régions. La lettre ouverte, je l'ai adressée au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans laquelle j'ai sollicité l'aide de l'État pour pouvoir apporter un réconfort dans ces régions, sinistrées, dévastées par la guerre. Et que les tensions étaient encore vives, les plaies sont ouvertes. Et que si le processus de paix et de réconciliation ne commence pas dans ces régions, les crises vont perdurer dans notre pays. Et j'ai adressé cette lettre ouverte au chef de l'État. Le débat de mémoire, la justice, qui doit être rendue, même si elle est difficile, elle doit être rendue. Elle doit être rendue. De tous les côtés, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, la justice doit être rendue pour apaiser les tensions, pour apaiser le climat. Donc, dans cette lettre ouverte que j'ai adressée au chef de l'État, au président de la République, j'ai sollicité l'État. J'ai sollicité l'État, l'aide de l'État pour accompagner ces régions à se reconstruire, dévaster, parce que les tensions sont vives, à la moindre étincelle, ça va s'embraser et ça va s'enflammer. C'était le 6 août dernier que j'ai adressé cette lettre au chef de l'État. D'autres personnes m'ont vilipendé sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont estimé que je ne devais pas dire le chef de l'État, je ne devais pas dire le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? On arrive à un massacre encore à nouveau. Où chacun veut se venger, chacun se rend justice. Chacun veut se rendre justice. C'est pour ça qu'il est important que l'État prenne ses responsabilités et qu'il y ait un État fort.
Parce que ce qui se passe dans ces régions, ça fait des années et des années, des décennies que ça dure. Depuis Félix Houphouët-Boigny. Aucun gouvernement n'a réellement, en profondeur, traité ce conflit. On a toujours apporté une aide financière pour pouvoir calmer la douleur. Mais ce n'est pas de calmer la douleur, c'est de soigner la plaie. Pour qu'elle puisse guérir, il faut soigner la plaie. Il faut aller à la source de ce conflit pour pouvoir apporter les réponses adéquates afin de soigner la plaie. Il y a une forte communauté, il y a plusieurs communautés dans ces régions qui vivent ensemble et qui doivent vivre ensemble, qui n'ont pas de choix que de vivre ensemble. Le commun, on doit le construire ensemble. Mais pour le construire ensemble, c'est avec l'aide et l'appui de l'État. C'est pour ça que j'avais adressé une lettre ouverte au chef de l'État, dans laquelle j'ai même demandé ouvertement une audience afin que le chef de l'État puisse nous écouter, nous, la société civile, nous recevoir pour échanger aussi des sujets de société. Parce que par moment, tout n'arrive pas au chef de l'État. Il y a des choses, il y a une échelle, et il y a une échelle qui bloque toutes les informations. Et parfois, quand on est au sommet de l'État, on n'a pas l'information exacte, juste, et au moment opportun, au moment propice. Au moment où le chef de l'État, parfois, reçoit l'information, ça dégénère, il est déjà trop tard. Donc, le problème du foncier. Le problème du foncier. Il y a, d'un côté, des vendeurs illégaux de terre et de l'autre côté, des acheteurs illégaux de terre. Ça, c'est un premier problème. C'est un premier problème. De l'autre côté, on a, avec la crise qui a duré, en tout cas 10 ans de gouvernance de l'ancien régime, la crise a fait des dégâts monumentaux dans cette région. La crise a dévasté la région. Cette crise a détruit des familles entières. Donc, il y a eu des masses de familles qui sont allées en exil. Donc, d'autres ont fui leur terre avec la crise, sont partis en exil. Et puis, il y a aujourd'hui le retour de l'exil. Donc, il y a des familles qui reviennent de l'exil et qui arrivent, qui se trouvent que leur terre qu'ils avaient laissée à l'époque, leur terre est occupée par d'autres personnes. Donc, ça fait deux problèmes. Il y a ce problème aussi à régler. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont abusé et qui ont profité aussi de la crise qui a secoué cette région de la Côte d'Ivoire, qui, de façon illégale, se sont installés sur la terre de d'autres personnes. Il y a ce problème. Et il y a un troisième problème. C'est-à-dire, cette région de la Côte d'Ivoire, avant la colonisation et juste après, avant la colonisation, quand la France, parce que la France a apporté, c'est la France qui nous envoyait les fèves du cacao. C'est la France qui nous a apporté les fèves du cacao et du café. Il faut préciser une chose. Le cacao, nous ne sommes pas propriétaires du cacao. Nous sommes des cultivateurs du cacao. Ça fait partie des accords. Avant d'introduire le cacao dans ces régions, il y a des accords qui ont été signés. Donc, il faut que les gens expliquent, donnent l'information aux populations. Nous sommes cultivateurs du cacao, mais nous ne sommes pas les propriétaires du cacao. Parce que ce cacao, ce n'est pas nous qui l'avons importé dans ces régions. C'est la France. C'est la France qui nous a apporté ces cacaos dans les régions. Donc, c'est, si vous voulez, comme on dit ici en Europe, quand on fabrique une machine, on a la licence de la machine. Mais la machine peut être exploitée. Mais c'est nous qui avons la licence. Donc, la licence du cacao appartient à la France. Malheureusement. C'est la France qui a enlevé son cacao au Brésil et qui a estimé qu'elle cherchait une terre fertile. Au départ, ce cacao, la France voulait cultiver ce cacao en Guinée. Et avec les remue-ménages en Guinée, avec la stratégie et la responsabilité politique de Houphouët-Boigny, le cacao a été installé chez nous en Côte d'Ivoire, et notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où la terre, elle est chaude et humide et elle permet de cultiver le cacao et qui donne des bonnes fèves. Donc,
La licence du cacao ne nous appartient pas. Mais nous sommes les cultivateurs du cacao. Donc, il y a des accords qui ont été signés bien avant. Avant de venir cultiver, de nous donner les fèves, il y a des accords qui ont été signés. Vous êtes les cultivateurs, mais vous n'êtes pas les propriétaires. Donc, voilà un des aspects, des problèmes du cacao. Donc, dans cette culture du cacao, la Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre. La Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre. La Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre. Donc, Oufoué a estimé à l'époque qu'il fallait chercher la main-d'œuvre ailleurs pour pouvoir aider à cultiver le cacao. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec nos frères burkinabés qui sont venus massivement pour aider. Parce que moi, je vais bien peser les mots. Je n'aime pas le terme qu'on utilise. Pour aider, je dis bien pour aider. La Côte d'Ivoire a cultivé le cacao. Vous savez, dans la culture en général, dans la culture africaine, je ne dirais pas que quand on reçoit un étranger, on veut qu'il soit bien quand on le reçoit. Donc, dans cette réception, c'est-à-dire les paysans, donc les propriétaires terriens qui avaient leurs terres et qui travaillaient, c'est une collaboration, qui travaillaient en collaboration avec des Guinéens, des Maliens et des Burkinabés, et même des Baoulés, nos frères Baoulés, n'avaient pas les moyens pour payer un salarié. Donc, c'est-à-dire le contrat, un contrat moral, parce que ce n'était pas des contrats écrits, un contrat moral qui existait entre nos frères et les propriétaires terriens. Ce contrat moral faisait que, non seulement dans la culture, on ne peut pas recevoir quelqu'un et le voir souffrir, donc quelque part, les propriétaires terriens ont estimé qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que le cacao, on le produit une fois par an, et il fallait cultiver le cacao, et sur chaque sac de cacao cultivé, le frère qui nous a aidés à cultiver le cacao, il avait un nombre de sacs à récupérer pour pouvoir vendre. Donc, c'était le contrat qui était entre les propriétaires terriens et nos frères qui venaient nous aider, avec qui on travaillait en collaboration. Mais, étant donné qu'on ne peut pas les payer tous les mois, ce sont des êtres humains comme nous. Il faut qu'ils arrivent à vivre aussi décemment. Donc, ce qui faisait que le propriétaire terrien, au lieu de les laisser, il lui disait, bon, je vais te donner un bout de ma terre pour que tu puisses cultiver du potager, cultiver aussi comme tout le monde, afin que tu puisses vivre décemment avec ta famille. Donc, on a eu des frères burkinabés à qui on a légué, je dis bien légué une partie de la terre à des frères baoulés, à qui on a légué une partie de la terre pour pouvoir cultiver et vivre aussi avec leurs enfants de façon humaine. Donc, il y a aussi ce problème-là qui est dans nos régions. Et il se trouve que il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui, dans la culture, qui ont mis les enfants à l'école. Allez-y apprendre le savoir. Allez-y apprendre le savoir pour pouvoir aider vos parents. Et malheureusement, il y a des familles qui, leurs enfants se sont retrouvés en ville, donc sont des citadins, ils ne sont plus des villageois, et ont abandonné carrément leurs propres parents dans les villages, dans les campagnes. Donc, il y a des familles qui ont été abandonnées par certains de leurs enfants. Je ne dis pas tous, mais certains de leurs enfants qui ont estimé que leurs parents étaient des sorciers ou des sorcières, et les parents qui ont vieilli, qui ont travaillé dur dans les champs, ont vieilli, se sont sentis seuls dans ces campagnes retirées. Ils n'avaient plus de nouvelles de leurs enfants, les enfants ne cherchent pas à les visiter, et donc, ces parents se retrouvent seuls malheureux. Et dans la vieillesse, a fait qu'ils ne peuvent plus aller au champ. Ils ne peuvent plus cultiver pour vivre. Mais il n'y a personne pour les aider à manger. Il n'y a personne pour les aider. Donc, ils se sont retrouvés avec ces frères burkinabés à qui ils avaient légué une partie de leur parcelle de terre. Ils se sont retrouvés avec ces frères guinéens, avec ces frères maliens, à qui ils ont légué une partie de leur terre. Ce sont ces frères maliens et guinéens, et donc on appelle les immigrés, qui
qui étaient présents dans leur vieillesse, qui étaient présents auprès d'eux dans leur vieillesse. Dans la vieillesse, ils étaient présents. Et étaient présents. Malheureusement, les vieux, c'est-à-dire les personnes, les parents, les personnes âgées, sont décédés. Sont décédés, sont partis. Mais les enfants qui sont en ville, savent que leurs parents ont une terre. Mais le problème, c'est que dans la vieillesse de ces parents, qui malheureusement, je dis bien malheureusement, n'ont pas vu leurs enfants à leur côté dans leur vieillesse, leurs enfants souvent sont partis pour des questions de sorcellerie ou de méchanceté ou tout ce qu'on veut, on peut imaginer, comme dans l'Afrique on parle tout le temps de sorcellerie. Ces enfants n'ont pas connaissance de la limite de la terre de leurs parents. Ils n'ont pas connaissance de la limite de la terre de leurs parents. Il n'y a que ce Burkinabé, ce frère Burkinabé, qui connaît mieux la limitation de la terre de certains parents. Alors, étant donné que le vieux, avant de mourir, il a laissé tout l'entretien de sa terre, de son café, de son cacao, à son frère Burkinabé, à son collaborateur. Le collaborateur exploite librement, même si c'est illégal, mais il exploite librement la terre de cette personne âgée. Au décès d'une personne âgée, il y a un cousin, il y a le cousin dans le village. Le cousin qui se retrouve dans le village, qui sait très bien que la personne âgée qui est décédée, dont les enfants sont un peu éparpillés dans le monde, sont un peu à l'extérieur du pays, d'autres hors du village, sont les héritiers de cette terre. Parce que c'est un héritage, mais l'héritage doit être partagé. Parce que les personnes, nos parents, ils ne font pas 2 ou 3 enfants, ils font de nombreux enfants, jusqu'à 10, 15, 20 enfants. Donc les enfants sont propriétaires, c'est-à-dire de façon, ils héritent de la terre de leurs parents. Mais tous ces enfants n'ont pas connaissance parfois. Ils n'ont pas connaissance parfois de la limitation, c'est-à-dire du terrain de leurs parents. Donc, il y a ce problème. Souvent, il y a des cousins qui sont dans les villages, qui, sachant que les enfants ne sont pas présents, et qui s'octroient le droit de vendre illégalement la terre de ces familles-là à d'autres familles. Donc, ce problème est récurrent dans nos régions. Ça, ce sont des problèmes qu'il faut traiter à froid. Il faut traiter à froid. Mon frère Zasso, bonjour. C'est des problèmes qu'il faut traiter à froid, avec un sang-froid. Et il faut poser les vrais problèmes. Il faut poser les vraies questions pour trouver les réponses adéquates à ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, dans nos régions, dans la région du Guémon et du Cavali, on a des vendeurs illégaux, on a des acheteurs illégaux. En 1998, le président Bédié avait fait une loi du foncier. En 1998, le président Bédié a fait une loi du foncier. Et dans cette loi du foncier, vous voyez, il y a des gens, et aussi, juste, dans la crise aussi qui a sévi notre pays, il y a des gens qui ont abusé, et volontairement ou involontairement, qui se sont appropriés des terres, même qu'on ne les a pas légués, qu'on ne leur a pas donné, et qui se sont appropriés, c'est un peu comme du vandalisme, du voyeurisme. C'est-à-dire, étant donné que c'est la crise, donc bon, ils ne sont pas là, moi je vais voler ma part de terre. Et je dirais qu'on m'a vendu. Donc, il y a aussi ces problèmes-là qui sont dans la région. Il y a des personnes à qui on n'a rien vendu, à qui on n'a pas loué, à qui on n'a pas légué, et qui se sont appropriés la terre aussi des familles, malheureusement. Donc, il y a tous ces problèmes, c'est comme un panier à crabe. Mais il faut se poser pour le trier et pour régler, apporter les solutions. En 1998, le président Bédié avait mis une loi, la loi du foncier de 1998. Cette loi qui n'a pas été communiquée aux populations parce qu'elle est passée très rapidement et ensuite en 1999, le président Bédié a perdu le pouvoir. Donc cette loi qui a été mise en place n'a pas été appliquée après 1998. Cette loi du foncier que le président Bédié a mis en place à l'époque, c'était de permettre aux propriétaires de pouvoir immatriculer leurs terres pour détenir le titre foncier. C'était une bonne loi. C'était une bonne loi. On va dire que c'était une bonne loi pour pouvoir régler le problème du foncier dans ces zones-là. Des fonciers dans ces zones-là. Sauf que dans la loi, il faut être chef pour pouvoir délimiter, pour pouvoir... C'est-à-dire qu'il faut être chef terrien pour pouvoir avoir ce titre de foncier. C'est une bonne loi. C'est une bonne loi.
C'est une bonne loi. Mais cette loi, c'est une bonne loi. Mais, je dis bien mais, elle n'a pas été communiquée suffisamment. Elle n'a pas été apportée aux populations concernées. Elle n'a pas été expliquée aux populations concernées et on n'a pas accompagné les populations à pouvoir faire les démarches. Souvent, ce sont des populations, des populations qui sont dans les campagnes retirées, qui n'ont pas été à l'école, donc forcément qui ont des difficultés. Donc cette loi n'a pas été suivie de fait parce qu'elle n'a pas été communiquée et qu'elle n'a pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée. À la perte du pouvoir du président Bédié, il y a eu le président Guy Robert qui n'a pas duré au pouvoir et ensuite il y a eu le président Laurent Gbagbo qui est venu au pouvoir en 2000. Mais cette loi, elle n'a pas été appliquée non plus. De 2000 jusqu'en 2010, elle n'a pas été appliquée. Alors que cette loi du foncier qui a été votée au temps du président Bédié, elle donnait 10 ans de délai, la loi donnait 10 ans de délai aux propriétaires de venir immatriculer leur terre pour pouvoir être délivrés du titre foncier. Voilà, c'était une des solutions. C'était une réponse apportée à cette difficulté, à ces conflits dans la région. Mais les démarches sont très longues. Les démarches sont très difficiles. Pour des personnes qui n'ont pas été à l'école, d'autres qui ne savent pas lire et écrire, ces démarches sont très difficiles. Un. De deux, le coût pour pouvoir immatriculer les terres revient extrêmement cher à des paysans qui sont juste des pauvres paysans, qui sont juste des pauvres agriculteurs. Donc, ils n'ont pas été accompagnés. C'était le rôle des élus locaux. Les élus locaux d'accompagner ces populations. Et leur rôle, c'est d'expliquer à la population les démarches à suivre pour pouvoir avoir l'immatriculation de leurs terres. Donc, il y a ce problème dans nos régions. Il y a ce problème dans nos régions. Mais de 2000 en 2010, la loi n'a pas été appliquée. C'est pour cela que je vais revenir souvent sur des personnes, je trouve indécent. Je vais faire juste un petit paragraphe. Je trouve indécent que les politiques, certains politiques font de la petite politique politicienne. Et de toujours rejeter la faute sur les autres. Mais je vais leur rappeler que de 2000 en 2010, la loi a été votée en 99, il y a eu en 98, il y a eu le coup d'État en 99. En 2000, Gbagbo est venu au pouvoir. Ils avaient tout le temps de faire appliquer cette loi. Ils avaient tout le temps, étant donné même que l'Assemblée nationale était à leur guise. Donc, ceux qui font cette petite politique et qui en font le malheur des uns, qui instrumentalisent ça, je trouve ça indécent. Moi, ça me révolte un peu. Vous voyez, ça me révolte un peu. Parce qu'il faut être, soyons honnêtes avec nous-mêmes pour être honnêtes avec les autres. Soyons honnêtes avec nous-mêmes pour être honnêtes avec les autres. On a eu 10 ans pour faire appliquer la loi, on ne l'a pas fait appliquer. Pourtant, la loi a été mise en place par tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont signé cette loi et ils l'ont approuvée. Pourquoi la loi qui a été votée par tous les partis politiques en 1999 n'a pas été appliquée de 2000 en 2010? Pourquoi? On peut aussi se poser cette question. Donc, moi, j'appelle les uns et les autres qui en font un peu, qui instrumentalisent ce malheur, ces drames qui se passent dans nos régions. Je les appelle à un peu de retenue. À un peu de retenue et à un peu de bon sens et à un peu de responsabilité. Il ne faut pas envenimer les tensions, il ne faut pas enflammer les tensions. Il y a une réelle souffrance dans ces régions. Il y a des vrais défis à relever dans ces régions. Il y a des vrais problèmes à relever dans ces régions. Ce conflit doit être réglé. Il faut qu'il soit réglé définitivement afin d'apporter la stabilité dans ces régions. Et les 10 années sont passées. Malheureusement, les agriculteurs, les paysans qui n'ont pas connaissance de cette loi n'ont pas fait les démarches qu'il faut pour pouvoir faire appliquer leurs droits. Leurs droits, je dis bien leurs droits. Sur les 20 000, je pense 20 000, il n'y a que 0, sur les 20 000 hectares de terrain dans nos régions, il n'y a que 0,09% qui ont été immatriculés, qui ont eu le titre foncier. 0,09%, ça ne représente absolument rien. Ça veut dire que les tensions vont toujours perdurer. En 2013,
le président Alassane Ouattara, dans les échanges pour toujours le foncier, a prolongé, je vous apporte l'information là. Parce qu'il faut que chacun puisse expliquer à ses parents comment ses droits, ses devoirs et la démarche à suivre. En 2013, la loi, parce que le délai a été prolongé jusqu'en 2021. Le délai pour immatriculer vos terres pour avoir le titre foncier a été prolongé jusqu'en 2021. C'est le dernier délai pour être propriétaire terrien. C'est le dernier délai. En 2021, celui qui n'a pas son titre foncier n'est plus propriétaire de la terre. En 2021, c'est le dernier délai. C'est le dernier délai en 2021. Donc la loi a été prolongée. La loi a été prolongée pour permettre, étant donné qu'il y a eu la crise qui a duré 10 ans, pour permettre aux populations, aux agriculteurs, aux propriétaires de terrain de faire la démarche qu'il faut pour avoir leur titre foncier. Pour avoir leur titre foncier. Donc moi j'invite les uns et les autres, plutôt que de faire des polémiques politiciennes, accompagnons les familles dans les démarches à suivre pour pouvoir acquérir leurs droits de titre foncier. Ça aussi, c'est aussi une solution qu'on peut apporter à des familles. Vous voyez, ça aussi, c'est une des solutions. Donc, cette loi a été prolongée. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas facile pour ces paysans qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas grand-chose, de pouvoir faire les démarches qu'il faut et puis de pouvoir aussi payer la somme qu'il faut. Souvent, même, ça va à 700 000 francs pour pouvoir immatriculer leur terre. En fonction de ton lot de terrain ou de tes terres, la superficie de ta terre, tu as une somme à payer. Il y a aussi ce problème-là dans nos régions. Il y a aussi ces problèmes dans nos régions. Donc je pense que toutes ces difficultés pour le foncier, pour régler le foncier, il faut passer par la sécurité des régions. Par la sécurité des régions. Cette région a été dévastée par plusieurs groupes de miliciens de tous bords. Ça veut dire les armes circulent partout dans cette région de la Côte d'Ivoire. Cette zone de la Côte d'Ivoire a été minée, comme on dit, c'est minée pendant ces crises qu'on s'est vues la Côte d'Ivoire. Donc il faut apporter la sécurité dans ces régions, déjà un. Il faut apporter la sécurité dans ces régions. La sécurité déjà dans la région pour que les gens puissent circuler. Il faut apporter la sécurité. De deux. Comme je l'ai dit dans ma lettre ouverte. Dans un conflit où il y a eu autant de massacres, parce qu'il y a eu des crimes de masse dans ces régions pendant les crises qu'on s'est vues la Côte d'Ivoire. Les populations, comme on appelle autochtones, ont le sentiment qu'ils ont été méprisés, qu'ils n'ont pas été écoutés, et que les crimes qui se sont perpétrés dans leur région, et que ces crimes n'ont pas été jugés. Donc il y a ce problème de justice que les populations ont besoin aussi pour se reconstruire. Il y a ce problème de justice. C'est aussi une justice sociale. C'est aussi une justice sociale. Ce n'est pas une vengeance. C'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il est important. Il est important, quand on est à l'apprentissage de la démocratie, et que chaque citoyen, et chaque politique, et chaque parti politique, et même l'État, c'est ensemble que nous construisions l'État des droits. Il ne faut pas oublier ce volet-là, et que les populations puissent se faire justice elles-mêmes. Les populations n'ont pas à se faire justice elles-mêmes. Il faut un état de droit sur le territoire de Côte d'Ivoire. Il faut construire ensemble avec l'État un état de droit. Donc, il y a ce sentiment. Je donne un exemple simple. Après les crises, les personnes qui ont pris les armes plus ou moins, vous avez, à Diokwe, il y a des centres de réinsertion pour les personnes, on dit des désarmements. Quand ils déposent une arme, on les forme, on va les former à un métier pour se réinsérer dans la société. Mais ces personnes qu'on forme à des métiers pour se réinsérer dans la société, qui ont pris des armes,
et ceux qui n'ont pas pris les armes et qui ont été massacrés. Comment on les réinsère dans la société? Ça aussi, il faut apporter des solutions, des réponses à ces sujets. Ce sont des sujets de société. Ça, s'il n'y a pas de réponse à ces sujets-là, il y a un sentiment qui grandit et ce sentiment de xénophobie va s'installer et ça va créer des tensions, le rejet de l'autre des uns et des autres. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre ensemble, à construire cette société contemporaine dans laquelle nous avons eu des enfants de partout. Nous avons des enfants qui sont la garantie de cette société que nous devons construire ensemble. Nous avons des enfants et nous devons garantir l'avenir de ces enfants. Comment on construit une société contemporaine où il y a un équilibre? Ça, ce sont des problèmes auxquels il faut apporter des réponses. Il faut apporter des réponses à ces problèmes-là. Il faut apporter des réponses à ces problèmes-là. Donc, ce problème du foncier, il est là. Il est là. Il faut vraiment régler ce problème du foncier. Donc, moi, j'appelle, on peut appeler qu'à l'État. Moi, j'appelle à l'État. J'appelle l'État. Je le dis et je le redis toujours. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Il n'y a que l'État qui peut apporter des réponses adéquates à ces problèmes. Aujourd'hui, il est plus que temps, plus que urgent, que l'État puisse apporter une réponse réelle à ces difficultés. Pour le problème du foncier, les familles qui sont dans les régions n'ont pas suffisamment de moyens pour mener les démarches qu'il faut pour pouvoir s'acquérir de leur titre foncier. Alors, il faut que l'État puisse les accompagner ou alléger le coût. Ou même dire, voilà, cette zone, elle a été sinistrée pendant 10 ans, pendant telle période donnée. Alors, les titres fonciers, on peut autoriser leur donner leur titre foncier, afin de redistribuer un peu la terre et que les gens puissent vivre. Et ceux qui sont propriétaires terriens, qu'ils puissent aussi vivre décemment et puissent assurer aussi, garantir leur survie. Parce qu'il y a aussi le problème des dépossessions de la terre. Il faut apporter une réponse, redistribuer ces terres, afin que les propriétaires terriens ne se sentent pas exclus de leurs terres, mais au contraire, puissent vivre en harmonie avec leurs frères, leurs compatriotes, leurs collaborateurs. Il y a un problème aussi. Donc, il faut apporter des réponses à ce sujet-là. Il faut apporter des réponses à ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois à nos frères, et j'ai dit à mes parents, ouais, nous avons tous besoin de l'État. L'État, c'est la continuité. Nous ne pouvons pas refouler l'État. Pour construire des routes, il nous faut l'État. Pour construire des hôpitaux, il nous faut l'État. Pour avoir le titre foncier, il nous faut l'État. Pour construire des écoles, il nous faut l'État. Pour développer le tourisme, il nous faut l'État. Il faut créer, pour créer de l'emploi dans ces régions, plus on créera des emplois dans ces régions, il n'y aurait même pas de problème de foncier. Il n'y aurait pas de problème de foncier. Donc, nous avons besoin de l'État pour régler ce problème du foncier définitivement. Vraiment le régler. Redistribuer les terres, accorder les titres fonciers aux propriétaires terrains. Malheureusement, il y a des vendeurs illégaux, il y a des acheteurs illégaux. Apporter une aide à ces acheteurs illégaux qui malheureusement, oui, parce qu'ils ont investi aussi dans ces terres, ils ont cultivé dans ces terres, on ne peut pas les refouler comme ça d'une main pour dire, d'une volée pour dire oui, allez-y-vous-en. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a que l'État qui peut apporter une réponse à ces familles-là. Une aide financière pour que ces familles qui ont acheté illégalement la terre, qui ne connaissaient pas la loi non plus, on peut dire aussi quelque part, ils ont été trompés par ces vendeurs illégaux. Donc, il y a la responsabilité des deux. Il faut réfléchir. C'est autour d'une table, avec les chefs coutumiers, avec les différents partis, avec les différentes communautés, pour réfléchir ensemble et trouver une solution. Comment on fait et comment on vit ensemble? Poser le problème du droit, de la légalité, du devoir du citoyen et du vivre ensemble. Pour que chacun puisse apporter des réponses adéquates à ces problèmes-là qui sont dans notre région. Dans notre région. Pas très longtemps, moi j'ai eu des parents qui m'ont appelé, qui m'ont dit fais une vidéo. Tu vas parler aux jeunes ouais qui sont dans nos régions. J'ai dit pour leur dire quoi?
Ils ont commencé à vendre la terre. Je dis, vous savez, vous êtes des responsables politiques, je vous demande d'aller sensibiliser la jeunesse. Non seulement la terre, elle n'est pas à eux seuls, parce que leurs parents, ils ont beaucoup d'enfants, donc ils sont beaucoup à hériter de cette terre. Donc une seule personne ne peut pas décider dans la loi de vendre la terre de plusieurs personnes. Il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là. Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, je l'ai dit et je le redis, nous avons tous besoin de l'État. Il faut que l'État accompagne ses familles. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que l'État prenne son courage à deux mains parce que ce problème est très sensible. Est sensible quelque part. Chacun a peur de pouvoir perdre son électorat. Donc, là, si je prends la décision, ça va jouer sur les électeurs. Non, ne faisons pas la politique politicienne. Apportons des réponses à des problèmes de société. C'est la responsabilité des autorités. C'est la responsabilité des élus locaux. C'est la responsabilité du citoyen que nous sommes. C'est notre responsabilité. Notre devoir, c'est d'accompagner. Et surtout que nous, je ne dis pas ça une chance, mais c'est un plus de vivre à l'extérieur du pays et de voir comment la politique se pratique ici. Nous devons apporter de façon intelligente notre analyse à ces problèmes de société et nous ne devons pas faire du sensationnel. J'ai vu tristement, je dis tristement, une vidéo où certaines personnes appelaient à chasser en 48 heures les baoulés qui vivaient dans nos régions. J'ai été attristée. Surtout, j'ai eu de la peine et de la compassion pour ces personnes même qui ont prononcé ces phrases-là. Pourquoi? Parce que vous voyez ces personnes, ils sont tous des couples mixtes. Ils sont tous des couples mixtes. Donc, ils ont des enfants métis. D'abord, un. Leurs enfants même ne sont pas des ouais à 100%. Ils sont comme moi. Ils ont des couples mixtes. De deux, ils vivent dans le pays des autres. Ils vivent sur la terre des autres et ils demandent à ceux qui vivent sur la terre de quitter la terre. Est-ce que c'est censé? Moi, j'estime que c'est juste de l'émotion. Et je voudrais vraiment profiter pour dire à des personnes qui ont été vexées, ont été peinées, à ces enfants dont j'appelle les enfants métis, qui ont été peinés par l'attitude de certains de nos proches, je veux dire, pardonnez-les. Parce que c'est l'émotion qui a pris le dessus et ils n'ont pas contrôlé leur pulsion. L'émotion a pris le dessus, ils n'ont pas contrôlé leur pulsion. Tu ne peux pas vivre en France, sur la terre des Français, et puis demander à des baoulés qui vivent chez toi de quitter. Avant de leur demander, là, toi-même, il faut quitter la France. Toi-même, il faut quitter la France. Avant de demander aux gens de quitter ta terre, toi-même, il faut quitter la France. On vit en Europe. On vit des allocations familiales. On vit de la sécurité sociale. On vit de l'aide ici en Europe. Il y a des organisations pour ne même pas... C'est-à-dire que ce sentiment de xénophobie, ils le combattent ici. Vous vivez chez eux et vous dites, les baoulés ont 48 heures pour quitter la terre. Vous, les gens qui se sont installés depuis 50 ans, vous leur donnez 48 heures pour quitter la terre. Mais vous êtes au pouvoir pendant 10 ans là, pourquoi ils ne sont pas partis? Comme votre solution est tellement miraculeuse. Votre solution est miraculeuse. Vous étiez au pouvoir pendant 10 ans, pourquoi ils ne sont pas partis? Et puis il y a eu des massacres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité du bordel que vous avez laissé. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité du bordel. Ce n'est pas un truc qui est nouveau. C'est la continuité du bordel. Il faut peser dans les tensions communautaires. Il faut peser nos mots. Il faut faire attention. Quand on dit on est intellectuel, ce n'est pas qu'on est diplômé. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui est diplômé. Sinon, le chef du village, ce n'est pas chef du village. Et ce n'est pas parce que tu es chef du village que tu es plus intelligent que tout le monde dans le village. Non, non plus. L'intelligence est naturelle. L'intelligence est naturelle. Les diplômes, c'est un acquis. C'est un acquis. Donc, être diplômé ne faut pas forcément de vous des intellectuels. Non. Parce qu'il y a des intellectuels qui sont irréfléchis et qui raisonnent de façon... À part 1 plus 1, on leur a dit, ils ne savent rien d'autre de la vie. Donc, ayons une démarche de l'eau. De l'eau, soyons l'eau sur les braises.
pour éteindre l'incendie. Ne soyons pas l'huile pour enflammer nos régions. Surtout que nous avons beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup. Nous avons perdu suffisamment. Nous avons perdu énormément. Et nous ne devons pas continuer à perdre encore à nouveau. Donc, faisons attention à nos propos. Je comprends le sentiment des uns et des autres. Je comprends la colère face à cette barbarie. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul, prendre de la hauteur face à des situations. Ne faisons pas du sensationnel. Parce que le fait du sensationnel, on va avoir des likes ou j'en sais rien. Non, ne faisons pas du sensationnel. Essayons de poser les problèmes pour trouver des vraies solutions. Quand quelqu'un est malade, il faut lui administrer le remède qu'il faut pour qu'il soit guéri. Ne viens pas lui dire, je vais te guérir et de ne rien lui apporter comme remède. Faisons très attention à ce qu'on fait. J'ai vu une autre vidéo qui circule en langue oué, comme si cette personne-là pense que la langue oué est une langue astrale. C'est-à-dire, c'est une langue qui vient d'une autre planète, de Mars ou bien de Plancton ou j'en sais rien. Que personne ne pouvait traduire ce qu'il a dit dans cette langue sur les réseaux sociaux en français. Comme si personne ne pouvait pas traduire ce que lui a dit en langue oué en français. La tension communautaire qui dure depuis des décennies dans nos régions. Il dit en langue oué qu'il y a un petit qui veut prendre le pouvoir là. Il nous a reçus en France. Il nous a dit, on n'a qu'à créer, on n'a qu'à se lever là-bas. Il faut que les jeunes puissent se lever à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour pouvoir arracher leur terre et que lui il est prêt à nous aider. Mon frère, si tu m'écoutes, ce que tu rencontres en ouais là, dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pour toi Internet. C'est pour toi Facebook. C'est toi seul qui a la clé de Facebook là. C'est pour toi seul qui a la clé de Facebook. Tu rencontres des choses comme ça aussi horribles et dangereuses. Parce que tu mets en porte-à-faux cette personnalité dont le nom tu as cité, tu as décrit dans ta vidéo. C'est-à-dire, tu mets en porte-à-faux. Et c'est-à-dire, à travers ta vidéo, on pourrait même accuser cette personnalité d'être responsable des crises en ce moment dans nos régions. On pouvait même accuser la responsabilité. On pouvait accuser ce responsable politique dont tu as décrit dans ta vidéo d'être responsable de ce qui se passe chez nous. Donc d'être en bas pour activer les crises. Comment tu peux faire une vidéo et décrire une personnalité politique ivoirienne et dire en langue oué que cette personnalité, vous l'avez rencontrée en France et que tu lui as posé la question et qu'il t'a dit, on ne peut pas vous distribuer les armes, créer des tensions et on va vous aider. Vous voyez, je trouve que c'est très grave. C'est grave. C'est très grave. Et ce genre de bêtises sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça voudrait dire que ce qui se passe, les gens qu'on est en train de... Le jeune qui est chef du village, d'un village, des Béwa, d'un village de Djiblo, qui a été massacré sur la route, tu veux nous dire que c'est la responsabilité de cette personne-là, personnalité? Voyez, vous faites des vidéos émotionnelles sans peser les choses que vous dites dans ces vidéos-là. Moi, je voulais appeler à la responsabilité du chef de l'État et à la responsabilité du chef du gouvernement. L'état de droit, nous devons construire l'état de droit. Nous devons construire l'état de droit. Ce n'est pas facile quand un pays sort d'une crise aussi horrible et aussi dure. Mais c'est dans la souffrance que nous construisons ensemble le devenir et l'avenir de notre pays. Et chaque citoyen que nous sommes, nous devons contribuer à la réussite du commun, à la réussite du vivre ensemble. Chaque citoyen que nous sommes, c'est notre rôle de citoyen. Dans nos pays, surtout en Afrique, sur nos continents, l'état de droit, nous avons les institutions démocratiques, nous avons les hommes qui incarnent ces institutions. Mais ce qui fait la force de la démocratie, c'est l'état de droit. Ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé à Djiblo, dans le Guinguinéo, il y a eu
ce que je peux appeler, si je dois énumérer les responsabilités des uns et des autres, ce que je peux appeler une faute morale, une faute morale, une faute morale, une faute morale, je dis bien une faute morale, des responsables, des chefs coutumiers et surtout des partis politiques de Côte d'Ivoire. Il y a une faute morale, il y a une faute politique et il y a une faute institutionnelle. Parce que nos partis politiques sont aussi des institutions, font partie des institutions de notre pays. Quand dans un pays, quand un drame aussi horrible se produit, tous les responsables politiques, sans exception, doivent condamner fermement et ouvertement, publiquement, ce genre de délire. Tous les responsables politiques dans leur ensemble et tous les partis politiques doivent condamner automatiquement. Dès les premières heures, doivent condamner fermement, ouvertement ce genre de comportement. C'est comme ça un état de droit se construit. C'est comme ça l'apaisement s'installe entre les communautés. Ça fait un. De deux, le chef du gouvernement doit se déplacer automatiquement pour aller sur les lieux. Doit aller sur les lieux pour s'imprégner lui-même parce qu'il est le chef du gouvernement. C'est lui qui apporte l'information au conseil du ministre auprès du président de la République. Donc, le chef du gouvernement doit se déplacer rapidement pour aller sur les lieux, pour s'imprégner de la situation. Le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, même le ministre de la Défense devait aller à Djiglo. Devait se rendre à Djiglo. Il faut apaiser les tensions. Nous, on vit en Europe, on vit en France. En France, ici, même si un immeuble a pris feu, qu'il y a eu 2 morts, le président de la République se déplace, il s'en va sur le lieu. Déjà, il apporte son soutien. Humainement, il apporte son soutien aux familles. C'est comment ça se passe en France. En tout cas en Europe. Ici où la démocratie est quittée pour nous trouver en Afrique, là, ça se passe comme ça ici. Quand il y a un drame, le ministre de l'Intérieur se déplace parce qu'il a la sécurité de l'Intérieur en main. Il se déplace, il va sur les lieux. Il n'amène pas son secrétaire, c'est lui-même qui s'en va sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Il condamne la situation et il ouvre une enquête. Il ouvre une enquête pour dire, on ouvre une enquête pour savoir ce qui s'est passé dans ces zones. Il y a une faute politique. Je pense que les politiques ont sous-estimé ce qui s'est passé à Djiglo. Il y a eu une sous-estimation de la situation. Donc, elle a dégénéré. Elle a dégénéré. Moi, je demande aujourd'hui au chef du gouvernement d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé dans ces régions-là. Ça va apporter d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé dans ces régions-là. Je demande au chef du gouvernement, je demande au chef de l'État de se prononcer sur ce qui se passe dans ces régions et d'apporter sa compassion à toutes ces familles. On en a mis du temps pour réagir. Ça a dégénéré et il y a des morts, malheureusement. Et pourtant, rapidement prendre la situation en main, faire des déclarations, rapidement envoyer le ministère compétent sur les lieux. J'ai vu, on m'a dit, Anou Loto a été là-bas. C'est une bonne chose. Mais je suis gêné que Anou Loto aille là-bas. Moi, ça m'a gêné un peu. Anou Loto, c'est vrai, elle est fille de la région. C'est pas parce que Anou Loto est fille de la région qu'elle doit se rendre dans la région. Elle est ministre de l'insalubrité. Qu'est-ce qu'elle fait dans un problème sécuritaire? Anou Loto n'est pas premier ministre. Anou Loto n'est pas vice-présidente. Anou Loto n'est pas ministre de l'Intérieur. Anou Loto n'est pas ministre de la Défense. Il y a une erreur de la part du gouvernement. Il y a une erreur de la part du gouvernement dans le traitement de ce dossier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas tard. Moi, je pense que le chef du gouvernement doit recevoir les familles des victimes. Le chef du gouvernement doit recevoir les familles des victimes, leur apporter le soutien de l'État, le soutien du gouvernement pour pouvoir apaiser les tensions. Pour pouvoir apaiser les tensions. Le chef du gouvernement doit recevoir les familles. Le plus rapidement possible. Pour apporter leur soutien. Il faut que les citoyens, il faut que les familles qui ont des difficultés, quand il y a des drames,
sentent que l'État à leur côté et que l'État leur apporte son soutien, que l'État les protège. Dans ces situations, quand on ne sent pas la présence de l'État, c'est très compliqué et ça envenime encore davantage les tensions. Ça envenime davantage les tensions. Ça, c'est une de mes propositions que je sollicite. Je ne dirais pas proposition, parce qu'une proposition, c'est comme une sorte de donner de l'eau. Je ne vais pas, parce que j'appelle ça une analyse, une solution. J'interpelle, je sollicite que le chef du gouvernement puisse recevoir les familles endeuillées, afin d'apporter le soutien de l'État et que ces familles sentent que l'État aussi à leur côté, que l'État les accompagne, que l'État a compris, l'État a pris connaissance et qu'il y aura une ouverture d'enquête pour sanctionner ces personnes. Il faut sanctionner ces personnes, que ce soit de près comme de loin. Si c'est des politiques, il faut les sanctionner. Il faut ouvrir une enquête pour les sanctionner pour ce crime qui s'est passé dans le Bouin-Débé et ces crimes se sont déroulés à Djibouti. Il ne faut pas que ça reste impuni. Comme les crimes de masse sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui dans le Guimau et dans le Cavali. Ça fait des crimes de plus et des crimes de trop. Le trop plein provoque des crises. Le trop plein nous a démontré ce que ça pouvait apporter comme malheur à la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Donc aujourd'hui, prenons les choses rapidement en main pour pouvoir apporter des solutions pour apaiser les tensions entre les communautés. N'embrasons pas les communautés entre elles. Ces communautés sont appelées à vivre ensemble et à construire leur commun. Apportons des solutions et apaisons les tensions au sein des communautés. Essuyons les larmes de ceux qui pleurent. Faisons des pansements à ceux qui saignent. C'est notre rôle et c'est notre devoir. Je voulais aussi, comme l'a souligné à une question de ma soeur, de ma grande soeur Yolande Kofi, parler de nos élus locaux. Nos élus locaux. Comme je l'ai dit, il faut changer cette mentalité politique ancienne du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Les élus locaux, c'est-à-dire les élus locaux, les présidents des régions, les députés, les maires, sont des élus locaux. Et c'est à eux d'apporter vers les institutions au niveau de la capitale l'aspiration des populations. C'est leur rôle de véhiculer, de réguler les difficultés que vivent les populations dans nos régions. Or, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc l'Assemblée nationale, normalement, qui est un parlement, où siègent les députés, c'est aux députés des régions de discuter des difficultés que vivent les populations dans nos régions, dans nos communes. C'est aux députés de ramener toute cette information en collaboration avec les maires, en collaboration avec les chefs coutumiers, d'apporter l'information jusqu'au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat parlementaire et de débattre des sujets de société pour trouver des solutions, apporter des solutions institutionnelles à ces problèmes de société. Or, malheureusement, dans notre pays et sur le continent africain, on assiste à un parlement où il n'y a pas de débat parlementaire. Un parlement où il n'y a pas vraiment de débat parlementaire. Moi, je vis en France, je vis en Europe. Tous les mercredis en France, on a un débat parlementaire, c'est-à-dire les parlementaires de tous bords confondus posent leurs questions à chaque parlementaire, au gouvernement. On dit question au gouvernement. Ici, on dit question au gouvernement. Les élus, les présidents de groupes parlementaires posent des questions au gouvernement. Donc, le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale et les députés lui posent des questions sur leur projet de société, sur les lois, sur des réformes, posent des questions et apportent l'aspiration des populations, les difficultés des populations. C'est comme ça que ça se passe en Europe. L'Europe qui nous a apporté la démocratie, ça se passe comme ça. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ce qu'ils font de mieux chez eux? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a des 500 députés et ils ne parlent même pas de la situation des populations. Ils ne parlent pas de l'aspiration des régions. Ils ne parlent pas des difficultés que traversent les régions.
je ne sais pas à quoi il sert à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas à quoi des députés peuvent servir s'ils sont payés par l'argent du contribuable pour venir acclamer ou bien applaudir le président de l'Assemblée nationale. Il y a un problème, il y a un problème de principe démocratique dans ce pays. Il y a un vrai problème de principe démocratique dans ce pays. Il y a un problème de principe démocratique. Le président de l'Assemblée nationale, il siège à l'Assemblée nationale pour distribuer la parole au groupe parlementaire. C'est comme ça la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale siège à l'Assemblée nationale. Il y a un jour où le gouvernement arrive à l'Assemblée nationale. Donc, les ministres du gouvernement sont à l'Assemblée nationale pour échanger avec les députés directement, pour avoir un dialogue direct avec les parlementaires, donc avec les députés. Avec les députés. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un débat parlementaire où les députés posent directement des questions au chef du gouvernement ou à des ministres? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un débat parlementaire où les questions de société sont posées afin de trouver des solutions institutionnelles, d'apporter des réponses institutionnelles? Il faut changer. Il faut changer. Cette mentalité vieille du fait de la politique. Il faut vraiment la changer. Adaptons-nous au XXIe siècle. La démocratie nous a été importée. Respectons les principes démocratiques. Respectons les principes démocratiques. Si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce problème qui se passe dans le Guandébé, si ça avait été rapporté le plus rapidement possible, et que les parlementaires avaient débattu et avaient statué sur ce qui se passe dans le Guandébé, on ne serait pas arrivé au crime de ce jeune chef de la jeunesse du village, dans un village, du village de Djiglo. On ne serait pas arrivé à ça. Ça veut dire qu'on aurait pris rapidement la situation, elle n'allait même pas dégénérer. Donc il y a une responsabilité aussi des responsables politiques, des élus locaux, des élus de terrain, parce que les députés sont des élus de terrain. C'est vous qui êtes sur le terrain. On ne vous paye pas pour venir faire les parrainages des mariages et d'anniversaires. C'est l'argent du contribuable qu'on vous donne. C'est l'argent du contribuable. Alors si ces parlementaires ne peuvent pas discuter des problèmes de société au sein de l'hémicycle, je pense que le chef de l'État, c'est mieux de faire une réforme pour avoir des fonctionnaires dans les bureaux pour régler les problèmes de société que de payer les contribuables, de prendre l'argent du contribuable et de payer des élus qui ne font absolument rien, qui ne sont même pas au service du contribuable, ni de la population, mais plutôt la population à leur botte. Ça, il y en a marre. Il faut que ça s'arrête aussi dans nos pays. Ce n'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Ils sont élus, ils sont payés par le contribuable, ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent être au service de la population et non la population à leur service. Non la population à leur service. Ça, c'est un autre volet que je ne vais pas étaler parce que je ferai un direct sur le fonctionnement des élus locaux, leur budget, à quoi ça sert et qui nous explique à quoi sert vraiment les budgets qui leur sont alloués. Ça, c'est ça sera un autre jour, on en parlera. Donc vraiment, pour en conclure, je voulais vraiment appeler le chef de l'État, appeler à sa générosité, appeler son aide, appeler l'État de Côte d'Ivoire à vraiment apporter, de prendre ce dossier-là, ce dossier du foncier, de le traiter vraiment, de le prendre à bras ouverts afin que ce dossier soit traité dans la légalité, par le droit. Et une aide financière, s'il en faut, soit accordée à ces familles qui, illégalement, ont acheté des terres afin de les aider à se reconstruire dans la société. Donc, mes amis et mes frères, la forêt est classée. Elle est classée, elle doit être libérée afin de la reboiser. Bonjour mon frère Fona, merci beaucoup. La forêt est classée, elle doit être libérée. Que toutes les personnes qui y vivent et y résident doivent libérer cette forêt parce que le climat dans cette région, la forêt joue un rôle important pour le climat dans cette région. Sinon, nous allons nous retrouver avec une région dévastée, déboisée, où la sécheresse va entraîner une famine sans nom. Donc cette forêt doit être libérée, elle doit être reboisée, et l'État doit apporter une aide humanitaire pour aider ces familles qui se sont installées dans ces forêts de façon illégale, puissent se reconstruire dans les régions.
J'appelle vraiment au chef de l'État et j'appelle à tout son gouvernement d'apporter l'aide nécessaire. Parce que depuis très longtemps, pour le foncier, depuis très longtemps, c'est toujours des pansements qui ont été apportés à ce conflit du foncier. Jamais le problème n'a été pris vraiment dans tout son aspect, n'a été pris en profondeur, n'a été traité en profondeur. C'est toujours des pansements qu'on apporte. Quand il y a une tension, on amène de l'argent, 100 millions, 200 millions, 300 millions, allez-y. 300 millions, 200 millions, allez-y rapidement pour... Donne-moi, excusez-moi. Oui. On apporte rapidement des situations pas très... pour pouvoir soulager les plaies. Voilà, on va calmer la tension. Il ne faut pas que ça envenime. On va calmer la tension. Donc, tout le temps, on apporte de l'argent. L'argent, on va même partager 1 milliard de francs CFA. Ça ne va pas régler le problème du foncier. Ce n'est pas l'argent qu'il faut. C'est les titres fonciers. C'est la redistribution des terres. C'est les titres fonciers. La redistribution des terres. Ceux de façon illégale, il faut les dédommager. Et ceux qui ont vendu de façon illégale, ceux-là aussi, on peut même les condamner pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il faut vraiment apporter des réponses claires à cette situation, à ce conflit qui, depuis des années, dure et qu'aucun gouvernement n'a vraiment apporté de solution ni de réponse. Des réponses, à part la loi de 1998, cette loi, elle a été prolongée donc jusqu'en 2021. Aider ces familles à pouvoir acquérir le titre de foncier qui n'ont pas suffisamment de moyens. Donc vraiment à mes frères et à mes sœurs, voilà ce que je voulais vraiment apporter sur ce problème du foncier et terminer et demander au chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur d'ouvrir une enquête sur ce qui se passe dans ces régions, sur ces assassinats, l'assassinat de ce président de jeunes de village, d'ouvrir une enquête, afin que ça soit éclairé de tout ça et que la lumière soit faite, ce qui va permettre vraiment, et que les personnes qui sont auteurs de ce crime soient sanctionnées, et que ces crimes ne restent pas impunis. Voilà, ces crimes ne restent pas impunis, et que un crime resté impuni, ça fait des crimes de trop, et ça provoque des tensions de plus. Donc ces crimes ne doivent pas rester impunis. Il faut vraiment sanctionner, ouvrir une enquête, afin d'apporter, déjà sur le plan du droit, du plan de la justice, d'apporter une réponse, et sur le plan humanitaire, recevoir ces familles qui sont en deuil, enfin vraiment de les accompagner, et que l'État soit présent aux côtés, et que l'État accompagne. Moi, je voulais vraiment conclure là-dessus. Je salue toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les personnes qui m'ont écouté et qui ont pris leur temps pour m'écouter. Je les salue. Je salue aussi ceux qui sont en colère et qui estiment que je n'ai pas dit, je devais réciter ce qui leur plaisait. Je les salue aussi au passage. Je salue toutes les communautés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je salue la communauté burkinabé, je salue la communauté baoulé, je salue la communauté guinéenne, la communauté malienne, la communauté sénégalaise, je salue la communauté ouai, je salue tout le monde. Je dis à toutes ces personnes, à toutes ces communautés, et que nous pouvons vivre ensemble, et que nous devons construire ensemble notre commun. Ce commun est un commun contemporain, c'est un commun pour nos enfants, c'est un commun pour le devenir et pour l'avenir de nos enfants. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. Merci et excellent week-end à tous. Bye bye.